Bonsoir et bienvenue à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine pour ceux qui ont la chance de partager la soirée avec nous ici. Et puis bienvenue à ceux qui nous suivent à distance et à qui je précise le dispositif sanitaire mis en place. Nous avons contrôlé les passes sanitaires de tout le monde qui permet de voir ces visages sans masque. Donc soyez rassurés à distance sur l'application de ces mesures. Alors bienvenue au nom de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine qui co-organise cette table ronde. La Maison de la Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu l'ambassade à Paris de la région, de ses territoires, de ses talents. Alors on a des fonctions à la fois d'aide aux acteurs néo-aquitains, par exemple un centre d'affaires qui permet ici aux entreprises de se retrouver, des actions de promotion et de rayonnement. Et puis quand je parle d'ambassadeur, eh bien évidemment, une ambassade, ça va avec ses ambassadeurs. Et parmi les ambassadeurs, il y a un public évident pour nous, c'est les amis, c'est les anciens étudiants qui sont passés par des formations néo-aquitaines, des universités ou des écoles. Et ça nous intéresse de travailler le lien que peuvent avoir ces plus ou moins jeunes actifs avec le territoire qu'ils ont connu pendant leurs études. Alors quand ces alumni sont en plus journalistes, le rayonnement et le rôle d'ambassadeur n'en est que décuplé. Donc voilà un peu le pourquoi de ces tables rondes. On en organise 10 comme celle-ci en 2021, donc on va être à la 7e cette année, sur des thématiques assez différentes. Donc ce soir on a le grand plaisir de co-organiser celle-ci avec l'association des anciens diplômés de l'IUT de journalisme de Bordeaux et de l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine. J'ai tout bon, voilà, sur le nom de l'association. Et puis, je ne peux que vous souhaiter bon anniversaire, puisque vous fêtez les 20 ans de cette association cette année. Donc, bon anniversaire à l'association et à l'ensemble de ces diplômés qui ont peut-être un tout petit peu plus de 20 ans maintenant. Une table ronde sur une thématique d'actualité, j'y reviens pas, vous y reviendrez, et voilà, un petit peu d'agitation nationale autour des sujets que vous souhaitez traiter ce soir, et donc on en est ravis. Je veux surtout saluer le panel d'intervenants que vous allez présenter tout de suite après moi. Moi, ce qu'il faut que je vous dise encore, c'est que ces soirées, elles sont réalisées grâce au partenariat, à l'accompagnement de deux entreprises qui nous suivent sur ce programme, EDF et Crédit Mutuel du Sud-Ouest, qui sont deux entreprises à nos côtés sur ce cycle de table ronde. Donc merci vivement à elles. Et puis, c'est l'heure de l'apéro. On a appelé ces titres, l'ensemble de nos rencontres et de nos événements chez nous, apéro de Nouvelle-Aquitaine. Donc on voulait faire un clin d'œil apéritif. Alors ce soir, je crois qu'on dégustera les charcuteries de Pierre Oteiza, donc on sera plutôt dans les charcuteries basques pour ceux qui sont ici. Mais c'est aussi un mois dans lequel on met à l'honneur le territoire agenais. Et donc on va donner la parole quelques instants à la ferme du musée, ferme et musée du foie gras, c'est ça, de Souleil. Donc c'est Yves Boissière à qui je vais laisser la parole et qui va nous présenter ces produits que vous retrouvez pendant le mois d'octobre dans la boutique de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, et donc vous avez même un aperçu sur la table devant vous pour ceux qui savent. Voilà. Bon clin d'œil apéro, bon apéro tout à l'heure, bonne table ronde d'ici là, merci encore de votre participation. Donc c'est à moi, c'est ça? C'est ça. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Adichatz, comme on dit en Gascogne. Adichatz, ça veut dire bonjour et au revoir. Alors donc moi je représente donc la ferme familiale de mes parents et de mes grands-parents, et on s'est complètement spécialisé dans la production d'oies et de canards. Aujourd'hui on fait plus que du canard et on cuisine la totalité de notre élevage. On est un circuit court depuis toujours. Toute notre vie on a fait les circuits courts, vente directe, on adore ça. Et sur la ferme donc on a fait le musée du foie gras aussi pour expliquer aux gens d'où vient le foie gras. Est-ce que le foie gras est une maladie? Pourquoi ça s'est développé dans le Sud-Ouest? Donc c'est très, très enrichissant et on parle de quelque chose qui est culturel. Et puis on développe cette tradition. On est très fiers donc de développer cette tradition à travers le foie gras, le magret et tout ça. Donc les produits que nous faisons, la gamme est assez large. On a bien sûr donc le foie gras. Le foie gras, donc j'en ai ici. Donc voilà, c'est ça. Ça c'est le foie gras donc entier. Le voilà en semi-conserve comme ça. Ça c'est mi-cuit. Voilà, hop, comme ça.
Et puis après, donc, nous avons les cassoulets au confit de canard flambé à l'armagnac. Voilà. Du confit de canard. On cuisine donc les carcasses de canard avec le fond de sauce. On fait le cassoulet et on met donc majoritairement des cuisses de canard et des manchons de canard ici à l'intérieur. Voilà. On fait aussi donc une de nos spécialités, le gavage avec des figues. C'est les Romains qui gavaient avec des figues. Et là, donc, on a développé une petite gamme de produits avec des canards engraissés, avec des figues et du maïs. Ça donne un goût plus doux, une texture plus ferme et une couleur plus blanche. Voilà, c'est ça et c'est ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. On fait après donc aussi des magrets séchés. Magrets séchés. Voilà, c'est André Daguin qui a inventé les magrets séchés, un cuisinier du Gers. Magrets séchés, on fait des toasts à l'apéro comme ça. Et ça se présente comme ça. On le fait sécher dans un appareil exprès. Des toasts à l'apéro, des salades gasconnes. Hop là. Voilà, je me recule comme ça. Voilà. Ça se garde au frigo, le magret séché. Et ensuite, nous avons donc des pâtés, des terrines. La terrine taulezza avec 50% de foie gras. Voilà, taulezza qui est un mot occitan qui veut dire la table festive. C'est haché bien fait. On fait des toasts à l'apéro et puis aussi des superbes sandwichs pour faire des pique-niques chez nous ici dans le sud-ouest. On fait aussi des magrets de canard en gelée. On fabrique la gelée nous-mêmes ici avec les carcasses de canard. Et on retrouve donc le magret comme ça ici, vous voyez, et la gelée qui l'entoure. Ça se mange froid l'été quand il fait chaud. Voilà, magret de canard en gelée. Ça se garde au frigo. Ça se garde donc en dehors du frigo. En dehors du frigo. Très bien. Ensuite, nous avons préparé des petits toasts pour faire l'apéro. Ça, c'est la terrine pruneau et armagnac. Terrine pruneau armagnac. Où est-ce que je l'ai? Ici. Voilà. C'est typique de la région. Du magret, des aiguillettes, un peu de porc, un peu d'armagnac. Le Lot-et-Garonne, c'est aussi le pays de l'armagnac. Tout près, au sud d'Agen, ça commence. Voilà. Ensuite, nous avons donc ici la crème de foie gras. Hop là, la crème de foie gras comme ça. Voilà, la crème de foie gras, c'est du foie gras qui est mixé, mélangé avec un peu de crème fraîche. On fait des toasts à l'apéro. C'est très sympa, facile à faire. Voilà. Puis après, on fait aussi du bloc de foie gras. Bloc de foie gras. Voilà. Facile à trancher. On ouvre la boîte d'un côté et puis de l'autre et on coupe en tranches comme ça. Alors, tout ce que je peux vous dire pour finir, c'est que tout ça, ça vient de notre élevage. Nous, on est 100% producteurs en autarcie, classés en autarcie par les services vétérinaires. C'est-à-dire que les canetons arrivent à l'âge de 1 jour et on les élève sur notre ferme de 28 hectares, donc à côté de Villeneuve-sur-Lot. Exactement, c'est à Frespech, un petit village entre Pennes d'Agenais et La Roque-Timbaud. Notre élevage, donc, c'est élevé avec des céréales, c'est des tracés sans OGM, du maïs, du soja, du blé et des fèves-rolls. On concasse nous-mêmes. On fait visiter la ferme donc, régulièrement pour que les gens se rendent compte de la réalité de l'élevage. On a 11 hectares de parc d'élevage et on a donc 12 hectares de céréales qui sont en agriculture bio également. Yves, merci beaucoup. Oui. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire aux participants avant de laisser la place au débat? Eh bien, notre motivation, nous, pour pouvoir fabriquer tout ça, c'est l'attachement au pays, à la terre et à la région. On a fait donc le musée du foie gras, ça se visite, mais c'est parce que c'était pour rendre hommage donc aux anciens. Et je dirais en 3 mots, donc c'est l'attachement au pays, à la terre et à la langue de chez nous, l'occitan, que je continue de parler avec mes parents et que j'enseigne avec mes enfants. Donc là-dedans, il n'y a pas seulement donc du haricot pour faire le cassoulet et du confit de canard. Il y a la passion de la Gascogne et l'amour de notre terre occitane. Voilà.
Merci pour votre intervention. Et donc, après avoir sustenté le corps, nous allons sustenter l'esprit avec une autre valeur sûre du symbolisme. Et je voudrais tout de suite, avant que nous commencions le débat, donner la parole quelques minutes à Edith Raymond, ancienne directrice de l'IUT comment dirais-je, une des deux grandes âmes de l'école de journalisme de Bordeaux. Edith, pour que tu reviennes peut-être un petit peu sur cet anniversaire, donc, puisque ça fait 20 ans que l'association des diplômés a été créée. Tu peux sans doute nous en remettre un petit peu dans l'atmosphère de l'époque. Voilà, oui, ça fait 20 ans et c'est bien normal que vous le fêtiez à la maison de la Nouvelle-Aquitaine, puisque l'Aquitaine était un équipage du bâtiment qui a été construit en centre-ville et qui nous a permis de quitter le domaine universitaire après 10 ans de bataille et de tracas pour arriver enfin en ville, là où il y a situé une école de journalisme, et y installer donc notre formation. À l'occasion de l'inauguration du bâtiment, qui s'est déroulée il y a 20 ans, le jour même où d'ailleurs explosait à Toulouse l'usine AZF, il était bien normal qu'une école de journalisme ouvre le jour d'un événement important, même si ça a un peu bouleversé notre organisation, puisque de nombreux diplômés, de nombreux anciens ont été détournés par leur rédaction et au lieu de venir à la grande fête que nous avions organisée, sont allés couvrir l'explosion de l'usine AZF. Nous avons à cette occasion créé l'association des étudiants. Ça me semblait, moi, très très important de créer une association parce que lorsque nous sommes entrés dans ce bâtiment, je ne cache pas que j'avais des arrière-pensées. D'ailleurs, beaucoup de personnes le savaient, dans ceux qui nous avaient accompagnés dans ce projet de bâtiment. Et l'arrière-pensée, c'était de changer le statut de l'école et pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir en détail, de quitter le dispositif IUT auquel nous avions été très fidèles et de créer un institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine qui préparerait les étudiants à un master. Ce que nous avons fait 5 ans plus tard, 5 ans après être entrés dans les murs. Alors, je voulais absolument créer cette association des étudiants au moment de l'inauguration du bâtiment parce que à l'IUT de journalisme de Bordeaux, l'étudiant est vraiment au cœur du dispositif. C'est vraiment fondamental pour nous, beaucoup plus que la recherche universitaire, beaucoup plus que tant d'autres choses, que les relations avec les entreprises. Ce qui est important, ce qui est au cœur, ce qui est le noyau dur de l'école, c'est l'étudiant et ce sont les étudiants. Et permettez-moi de saluer les participants à ce débat, et en particulier Grégory Phillips, qui a été notre étudiant et que j'ai écouté avec tant de plaisir, tant de bonheur quand il était aux États-Unis. Il faut dire qu'avec les années Trump, il a eu un os à ronger qui était quand même fantastique pour un journaliste, mais il l'a fait avec beaucoup de brio, beaucoup de maestria, et bravo Greg, c'était un vrai bonheur. Voilà, donc l'étudiant était au cœur du dispositif et je remercie beaucoup Frédéric Sallet et tous ceux qui sont au bureau et tous ceux qui font vivre cette association parce que ils sont j'ai toujours dit que les étudiants étaient les meilleurs ambassadeurs de l'école et je continue à le croire. Et ils sont les garants de la perpétuation d'un certain nombre de valeurs qui sont à l'œuvre dans cette école et qui nous tiennent à cœur. Et je sais qu'elles tiennent aussi à cœur à Arnaud, qui dirige l'école maintenant. Elles sont présentes depuis les fondations, depuis les premiers jours. Et sur ce point, puisque nous sommes entre nous, je peux bien vous annoncer que nous allons publier l'année prochaine un ouvrage qui racontera les tout débuts de l'IUT et justement les valeurs et les conditions dans lesquelles cette école a été créée et ce qui fait sa spécificité dans le paysage des écoles de journalisme et dans la construction de l'identité professionnelle des journalistes. Voilà, alors je suis très heureuse que ce soir vous organisiez un débat sur la presse d'opinion. Moi qui, en d'autres temps, il y a fort longtemps, très longtemps, ai travaillé comme journaliste dans un journal qu'on qualifiait d'opinion justement et à l'époque il y avait un débat très fort auquel il m'est arrivé de participer entre la presse dite d'opinion et la presse d'information.
et notamment au sujet des aides à la presse, mais je trouve important cette année de présidentielle qui s'annonce, je crois, rude dans le débat politique. Je trouve effectivement important qu'on repense la question de l'opinion dans la presse et sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée. Je voulais être présente près de vous, mais mes nouvelles fonctions et mes nouveaux attributs, qui sont essentiellement d'être une grand-mère très affairée auprès de ses 6 petits-enfants, font que le mercredi, je suis réquisitionnée toute la journée et je ne pouvais absolument pas être à Paris aujourd'hui. Donc, je suis quand même auprès de vous à distance. Et je vous souhaite un excellent débat et je vous remercie. Merci Edith, merci beaucoup. Alors avant de vous présenter nos invités de la soirée, juste se redire pourquoi on est là. Présidentielle 2022, le grand retour de la presse d'opinion, point d'interrogation. Pourquoi ce débat? Ça part d'un constat. Très exactement, si mes calculs sont bons, 6 mois et 4 jours de l'élection présidentielle 2022, on a l'occasion de faire un petit peu le point ensemble sur la situation politico-médiatique dans un contexte politique assez troublé, avec une présence toujours plus marquée, mais on va en parler sans délai, du populisme, en tout cas du risque du populisme, et un paysage médiatique quelque peu agité lui aussi. J'en veux pour preuve quelques petites choses qui vous rappelleront des souvenirs plus ou moins récents. L'afflexion brutale de la ligne éditoriale de certains médias en raison d'un changement d'actionnariat. Le choix de certains médias d'opter pour une couverture clivante de l'actualité, de mettre en scène l'affrontement plutôt que le débat de fond, ça on y reviendra aussi. La nécessité, à l'inverse, ressentie par d'autres médias, et permettez-moi ce petit clin d'œil à celui qui m'a longtemps employé, d'appeler justement à débattre vraiment. Et puis les éclosions remarquées depuis quelques années de médias en ligne à la ligne éditoriale engagée, à la subjectivité assumée dans un paysage numérique et médiatique toujours plus foisonnant. Alors dans ce contexte, on se dit que là, effectivement, comme le formulait Edith à l'instant, la couverture de la présidentielle 2022 ne sera pas de tout repos, mais l'a-t-elle déjà été ? Et donc, en tout cas, voilà, cette présidentielle va sans doute ouvrir un nouveau chapitre aussi, on est en droit de le penser, dans la vie des médias. Alors, est-ce qu'on assiste aux classiques manœuvres de mise en marche et de mise en ordre des médias d'opinion à la veille d'une échéance présidentielle, comme cela a finalement toujours été un peu le cas, ou est-ce qu'on assiste à un mouvement plus profond, peut-être finalement plus social que strictement lié à une échéance politique certes importante? On va débattre aujourd'hui de tout cela avec donc nos invités que je vous présente sans délai. Donc Gaëlle Mac, vous êtes journaliste depuis 25 ans, vous avez été formé à Sciences Po de Bordeaux pour signaler vos attaches avec la région. Après avoir été refusé à l'unité de journaliste. Voilà, vous vous êtes rattrapé puisque vous avez ensuite été accepté par le CFJ Paris, voilà, c'est ça. Et vous êtes donc passé par le Revenu Français, par Le Monde, vous avez travaillé à Challenge depuis, vous travaillez à Challenge depuis 15 ans, si on fait exception de la parenthèse de l'Hebdo en 2017-2018 où vous étiez rédactrice en chef. Laetitia Krupa, vous êtes journaliste politique, diplômée de l'IFP et de Sciences Po Bordeaux, ce qui marque aussi votre attachement à la région. Vous avez été reporter à Radio France, pour iTélé, vous avez été chroniqueuse à France 5, notamment dans Média, le magazine, puis sur Europe 1. Vous intervenez aujourd'hui sur les antennes de BFM TV, de France 24 et depuis peu à France Info dans l'émission C'est tout comme. Je peux ajouter. En fait, cette année, je suis sur Public Sénat avec Thomas Hugues le mardi et jeudi dans une émission qui s'appelle Sens Public, et sur France Info effectivement avec une chronique et un podcast qui s'appelle C'est tout comme. Voilà, C'est tout comme. Et vous avez publié en mai dernier un livre aux éditions Buchet-Chastel, donc La tentation du clown, comment un candidat hors système
va bouleverser l'élection présidentielle. Donc c'était un peu avant sorti le 6 mai. Voilà, sorti le 6 mai. Donc c'était avant le Zemmour ira pas, ça va vraiment orchestré. On y reviendra aussi peut-être. Et naturellement, vous avez fait le métier d'être avec nous aujourd'hui et vous assurerez à l'issue de ce débat une séance de signature de votre ouvrage. Je termine par Grégory Phillips, mais qui a déjà été un petit peu présenté par Edith Raymond. Bien évidemment, donc Grégory, vous êtes diplômé de l'Université journalisme de Bordeaux. Oui, Edith m'avait... Voilà. C'est bien. Vous êtes, peu s'en faut, on peut presque dire un pur produit de Radio France, puisque vous avez participé à la création du MOVE en 1997, à la création de la rédaction nationale de France Bleu en 2000. Vous avez rejoint France Info en 2003 et vous avez été alors en poste au Proche-Orient, correspondant permanent de Radio France à Jérusalem de 2011 à 2017. Puis vous êtes parti, 2013, pardon. Puis vous êtes parti ensuite comme envoyé spécial permanent à Washington, et on vous doit le podcast, notamment 11 septembre, l'enquête. Voilà, et aujourd'hui, vous assurez les fonctions de directeur adjoint de la rédaction de France Culture en charge du développement numérique, et vous présentez chaque samedi à 12h45 l'émission Politique, point d'exclamation. Voilà, donc vraiment grand merci encore à vous quatre d'avoir pu vous rendre disponible ce soir. On va essayer de rendre le débat vivant, donc n'hésitez pas à vous interpeller, n'attendez pas que je vous donne doctement la parole, d'autant plus que Grégory nous a annoncé en coulisses qu'il avait préparé une intervention, un monologue de 2h45, donc... vous avez le droit de vous couper la parole. Alors, présidentielle 2022, est-ce le grand retour de la presse d'opinion? Pourquoi retour? On m'a posé la question hier au téléphone, puisqu'on s'est appelé, n'est-ce pas, pour préparer ensemble très, très sérieusement cette rencontre. Retour parce que c'est quand même un grand classique de la presse française. On ne va pas refaire ce soir un cours sur l'histoire de la presse, mais de Jaurès à bien d'autres, voilà, il y a une tendance marquée à la presse d'opinion dans le paysage français de manière historique. Et puis pourquoi retour durable? Alors c'est l'adjectif qui appuie la question du titre de la rencontre d'aujourd'hui. Peut-être que les organisateurs de cette soirée ont pensé que ce retour durable était déjà peut-être bien entamé. Rappelons que Mediapart a plus de 10 ans. On a des médias dans le paysage, et je sais que certains parmi notre assistance ce soir travaille dans ces médias. Voilà, on a notamment le Média TV. Devez nous rejoindre ce soir, et je vous prie de bien vouloir m'excuser, c'est vraiment une raison tout à fait indépendante de sa volonté. Paloma Moritz, qui travaille à Blast, en compagnie de Denis Robert. Voilà, alors on pourrait aussi se dire, on ne va pas multiplier la liste, bien évidemment, on n'en fera pas le tour. Voilà, qu'un titre comme Valeurs Actuelles a connu il n'y a pas si longtemps une inflexion encore peut-être plus marquée de sa ligne éditoriale. On peut citer, alors, quel que soit l'endroit de l'échiquier politique ou des valeurs défendues, voilà, des initiatives comme l'Incorrect, comme la France Libre TV, alors d'ailleurs avec des fortunes parfois très très diverses, mais c'est vrai que voilà, on est face à un foisonnement bien marqué. Donc on va essayer ensemble d'éclairer un petit peu ce débat et essayer peut-être de répondre à la question, au moins momentanément, sans vouloir la trancher absolument ce soir. Peut-être en tenant compte de trois éléments, de trois axes, parce que je pense que ces choses se recouvrent et ont sans doute à voir les unes avec les autres. D'abord, peut-être l'évolution du paysage politique lui-même, ces dernières années. Donc on va bien évidemment en parler, notamment tout de suite avec vous, Laetitia, et puis aussi l'évolution du paysage informationnel lui-même, est-ce qu'il y a des liens entre le premier et le deuxième, et puis bien évidemment aussi, on ne va pas pouvoir faire l'économie de s'interroger sur l'évolution du rapport des citoyens à l'information, et notamment aux faits, sachant que bien évidemment beaucoup d'études marquent l'entrée dans une ère du commentaire, une ère de la croyance, avec tout ce que vous pouvez mettre derrière, voilà, de notions comme les bulles informationnelles, etc. Et donc, tout cela sans doute à avoir. Avant toute chose, et pour commencer le débat sur peut-être de bonnes bases, je me suis dit qu'il n'était peut-être pas inutile de resituer le journalisme d'opinion entre
un journalisme factuel, nimbé d'une pureté, alors il faut mettre beaucoup de guillemets, beaucoup de, voilà, d'une sorte de neutralité évidemment de toute façon chimérique, et puis un militantisme qui userait des armes du journalisme. Alors le journalisme militant peut-être ne chercherait dans les faits que ceux qui démontrent la justesse de la cause, puisque qui dit militance dit cause. Et le journalisme d'opinion, tout en respectant les faits, peut-être s'appuierait plutôt sur eux pour offrir une certaine lecture du monde, au service non pas d'une cause, mais d'un ensemble de valeurs, d'une famille de pensées. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des choses, cette présentation un petit peu, bien sûr, schématique des choses? Et Gaël Mac, par exemple, vous qui travaillez à Challenge, dans un titre au libéralisme économique assumé, est-ce que vous avez l'impression de faire du journalisme d'opinion? Je pense que les journaux, dans les journaux d'opinion, je pense qu'on peut distinguer plusieurs journaux d'opinion. Il y a des journaux qui étaient une émanation d'un parti, comme par exemple l'Humanité, c'était vraiment assez clair. Il y a des journaux qui affichent assez clairement leur opinion. Je pense à Libération, par exemple, de gauche, Le Figaro de droite, Valeurs Actuelles, clairement, ou l'Obs, qui était historiquement la gauche social-démocrate, donc c'était clairement affiché et assumé. Et après, à chaque élection présidentielle, le débat se politise, et donc des journaux qui ne se reconnaissent pas sous le vocable de journaux d'opinion, comme Le Monde, par exemple, ou L'Express, se retrouvent quand même à choisir finalement quand même à finir par défendre plutôt la candidature d'un tel ou tel. Donc voilà, c'est aussi notre cas, c'est-à-dire nous, on n'est pas un journal réellement politique, partisan sur le plan politique. En revanche, oui, on est un journal d'opinion parce que je tiens à souligner qu'un journal d'opinion n'est pas qu'un journal d'opinion politique. C'est-à-dire que, par exemple, un journal comme The Economist est vraiment un journal d'opinion libéral, ce qui ne veut pas dire qu'il est libéral. Donc, il peut être pour la légalisation du cannabis, dont on pourrait dire que c'est plutôt de gauche. Il est évidemment pour qu'il y ait le moins de réglementation financière possible, on pourrait penser de droite. Donc, c'est un journal d'opinion, pas forcément un journal d'opinion partisan politiquement, mais un journal d'opinion libérale. En France, on a l'opinion qui est sur cette ligne. Et nous, effectivement, on a une charte de journaliste, et dans notre charte, il est dit que nous sommes un journal non partisan qui est favorable à l'économie sociale de marché. Quand même, un journal, voilà. C'est marrant, ça, c'est dans la charte. C'est dans notre charte. Et cette charte, et c'est même, il y a une définition plus longue, je ne reste pas ici, mais elle est faite pour la clause de conscience. C'est-à-dire qu'effectivement, elle définit assez précisément les valeurs qu'on défend, de sorte à ce que, s'il y a une évolution d'actionnariat, ce qu'on a vu récemment, par exemple, avec le groupe Lagardère, et donc Europe 1, le JDD, par image, c'est un ton salut, c'est-à-dire, hein. Voilà, donc pour justement pouvoir s'appuyer là-dessus. Voilà, donc moi je pense qu'il n'y a pas tellement de journaux qui se disent, de journaux généralistes qui peuvent se dire totalement neutres dans une période de campagne présidentielle, c'est quand même assez compliqué. Alors ça peut être plus ou moins assumé, d'ailleurs. Voilà, c'est plus ou moins assumé. Il y a des journaux qui le sont tout le temps, ça fait partie de leur ligne éditoriale. Il y en a d'autres qui ne le sont pas tout le temps, mais qui, quand même, en campagne présidentielle, je trouve que c'est assez compliqué de se dire jusqu'au bout, non, moi je prends aucun parti, je ne soutiens personne. Dans le passé, par exemple, Le Monde, ils ont soutenu De Villepin assez clairement, ils ont soutenu François Hollande par rapport à Sarkozy, donc bon, voilà. Mais pas de manière forcément tout à fait assumée. C'est ça. Grégory Phillips, vous faites partie du club de ceux qui exercent le journalisme depuis au moins un quart de siècle, donc on est nombreux dans ce... Est-ce que vous avez vu le paysage médiatique changer? Est-ce que vous partagez cette sensation tout à coup de médias, de titres qui ont une ligne plus assumée, plus explicite justement, ou pas? Alors, moi, je regarde évidemment un peu plus ce qui se passe dans l'audiovisuel et à la télévision, à la radio, et évidemment, j'ai lu la presse écrite. En préambule,
Moi, je viens du reportage, qui est un peu la vache sacrée du journalisme, enfin, voilà, tout ce que ça peut véhiculer. Et le journalisme d'opinion tel que je le vois aujourd'hui quand j'anime une télé, etc., c'est à peu près tout ce que je déteste. Voilà. Ça m'insupporte, c'est pas... j'ai pas l'impression de faire le même métier que ces gens qui débattent sur telle ou telle chaîne de télé à longueur de journée. Donc c'est quelque chose dans lequel je ne me reconnais pas, à tel point, pour prendre un exemple et pour dénigrer immédiatement un média dans lequel je travaille, France Info par exemple, où j'étais directeur adjoint de la rédaction. J'ai toujours été extrêmement fier du travail de cette rédaction, et il y a un moment qui, moi, m'a toujours gêné, c'est l'émission qui s'appelle Les Informés, qui est plutôt pas mal foutue, mais où on a des journalistes qui passent 1 heure à donner leur opinion sur l'actualité. Et je sais pas, il y a 3 semaines, j'écoutais ça dans ma cuisine parce que j'écoute quand même, et 4 journalistes étaient invités à débattre de l'Afghanistan, sans doute de Zemmour, j'imagine, et le 3e titre était les 5 000 à la plage. Voilà. Non, mais c'est ça. Et ces 4 journalistes, confrères respectables, avaient des opinions sur ces 3 sujets. Et alors, je m'interrogeais dans ma vie, je me disais, mais est-ce que moi j'ai une opinion là-dessus? Et en fait, non. Enfin, informé. Une opinion informée. Voilà. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais en tout cas, voilà. Enfin, ce monde-là, j'ai un peu de mal à m'y reconnaître, et je trouve que c'est assez éloigné des raisons pour lesquelles j'ai dragué Edith Raymond pour intégrer l'unité de journalisme de Bordeaux. Ceci étant dit, c'est quelque chose qui existe. Enfin, on ne peut pas faire abstraction. Moi, je trouve c'est quelque chose qui marche. Et puis, il ne faut pas non plus être le ravi de la crèche. Et je travaille à Radio France, qui n'est pas un média d'opinion. Et néanmoins, enfin, si on se dit les choses clairement, on est quand même une radio qui est sans doute plus à gauche qu'Europe 1, par exemple. Donc voilà, l'aspect le plus caricatural, ça va être ces débats à longueur de journée sur des chaînes d'information en continu. Et je trouve que c'est préjudiciable à notre métier, peut-être à la démocratie. Et ça, c'est vraiment le haut de l'iceberg. Si on va un peu plus en profondeur, oui, est-ce qu'on travaille dans des médias d'opinion? Est-ce que quand je fais le choix de travailler à Radio France, c'est en accord avec ma façon de voir la société, etc. Sans doute un peu aussi. Et puis par ailleurs, je trouve que c'est, enfin moi en journalisme économique, je trouve que c'est compliqué. On a énormément de statistiques, de chiffres, etc. Bon, bah, selon le périmètre qu'on choisit, selon la période de temps qu'on choisit, bah, on ne dit pas exactement la même chose. Et bon, on parle de reportage, mais le choix du reportage importe. Oui. Voilà, je veux dire, est-ce qu'on a envie de faire, je ne sais pas, il y a une réforme de l'assurance chômage, est-ce qu'on a envie de faire un reportage sur, je ne sais pas moi, ces chômeurs qui ont un écran plat et qui n'ont pas travaillé depuis 10 ans et qui grâce à des contrats courts et de l'intermittence, arrivent à travailler peu et à rester et à avoir toujours de quoi manger pendant des années? Ou est-ce qu'on fait un reportage sur l'intérimaire qui subit les contrats courts dans la restauration parce que, bon, eh ben, à ce choix de reportage, c'est déjà évidemment un choix idéologique. Donc, bon, voilà, donc c'est quand même assez. Je trouve que là, il y a presque une sorte d'outrecuidance ou alors de naïveté à se dire. On arrive, on fait un reportage de terrain et on est complètement neutre, on a un regard qui est complètement neutre sur la situation. Même quand on arrive et qu'on fait un reportage, selon qu'on interroge et qu'on laisse de la place ensuite, enfin, je veux dire, on a toujours une perception subjective et voilà, je trouve que c'est quand même compliqué de prétendre à l'objectivité. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a la question de l'objectivité, mais ça, je trouve qu'il y a beaucoup de journalistes dans cette salle et qui nous écoutent à distance. Je pense qu'eux-mêmes ont appris, soit dans leur formation d'ailleurs, soit initiale, soit ensuite dans leur pratique professionnelle, à mettre à distance peut-être ce mot un petit peu trop grand et à peut-être au moins se contenter de ce par quoi on remplace souvent, c'est-à-dire l'honnêteté intellectuelle. Voilà. Et bien évidemment, des choix, on en fait à chaque instant, ne serait-ce que quand on cadre une photo, bien évidemment, ou quand on choisit un angle.
Laetitia Krupa, vous avez, en tant que journaliste indépendante, travaillé, ou pas, mais enfin, à travers votre parcours professionnel, vous avez traversé beaucoup de rédactions, certaines privées, d'autres publiques, avec voilà, des cultures d'entreprise aussi très différentes les unes des autres. Est-ce que vous avez la sensation, vous aussi, qu'on va vers une tension plus importante Non, moi je suis assez lucide en fait sur le paysage médiatique français, d'autant plus que j'ai passé 9 ans à Medial Magazine, donc j'ai vraiment décortiqué le monde médiatique, la connexion du monde médiatique, du monde politique et de l'actualité. Donc c'est vraiment un objet d'étude pour moi et c'est assez... je pense que je vais compléter l'intervention de Grégory parce que moi j'ai fait 15 ans de reportage et maintenant je me retrouve sur les plateaux à donner mon avis. Désolé, c'était pas une attaque personnelle. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je vais me retrouver dans 15 jours à remplacer Jean-François Aquillier aux Informés et il me semble qu'on a tous une responsabilité quand on est à la tête d'un plateau et de savoir qui on a envie d'avoir autour de la table pour apporter effectivement un éclairage. Moi, je ne demande pas l'avis des journalistes parce que quand on demande mon avis, je ne le donne pas, très honnêtement. Hier soir, j'étais invitée sur BFM pour parler du mélange des genres dans les médias, justement, où on mettait tout à l'horizontale. Et moi, je vais arriver parce que j'ai fait 1 an d'enquête, que j'ai 10 ans derrière moi, vraiment d'études. Je n'ai fait quasiment que ça dans mon métier. Donc, j'ai acquis un certain nombre de connaissances que je peux argumenter. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai à moitié une casquette universitaire sur la tête. Parce que je fais un peu le même travail qu'un sociologue des médias, qu'un historien des médias. En même temps, je suis journaliste. Donc, j'estime que je ne suis pas complètement incongrue et que je peux apporter, encore une fois, un éclairage. Je n'apporte jamais mon opinion et jamais mon avis. C'est-à-dire que quand je développe une théorie, une pensée, je vais apporter des preuves et argumenter avec soit des éléments de contextualisation historique, soit immédiats, soit la contextualisation internationale. Donc c'est comme ça que j'aborde les plateaux. Et quand je vais présenter les Informés, justement, j'ai déjà autour de moi demandé à plusieurs amis qui sont des reporters s'ils étaient d'accord pour venir sur leur sujet de prédilection. Je ne vais pas demander à un mec qui couvre l'Afghanistan depuis 30 ans de venir me parler de la montée d'Éric Zemmour, parce que bien qu'il y ait un avis, et j'en suis certaine, parce que tout le monde a un avis sur la question, il ne va pas m'apporter, moi je trouve que ça ne va pas être cohérent avec le sujet. Donc on a tous une responsabilité éditoriale à tous les niveaux. Et c'est le principe de cette émission, je pense, de faire 3-4 sujets un peu différents. Et oui, mais après, en fait, on s'est aussi un peu trop reposé sur la hiérarchie, et c'est pour ça que moi je suis sortie du système de l'entreprise, c'est-à-dire que je suis depuis 5 ans indépendante, mais tout en ayant des contrats après plus ou moins, parfois c'est une journée, là en l'occurrence c'est à la saison, mais ça me permet d'avoir toujours aussi mon mot à dire. En fait, voilà, je garde une liberté sur l'éditorial que je vais traiter dans mes 5 minutes sur France Info. Et je pense qu'on a oublié, nos journalistes, la responsabilité qu'on a chacun, et non pas la direction. Enfin, si un jour je travaille sous tes ordres, c'est parfait, je sais que c'est toi qui endosseras la responsabilité finale, mais moi, à mon échelle, je veux endosser la responsabilité de ce que je vais dire à l'antenne, surtout sur une radio de service public. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que chacun aujourd'hui, et je trouve que c'est vraiment aussi un trait d'époque, on doit être responsable en tant que citoyen, chacun dans sa fonction. Après, c'est trop facile de dire, comme après Donald Trump, l'élection, on n'a rien vu, on n'a rien compris, mais quelle est cette Amérique qui a élu Donald Trump? Alors, les gars, soit on se réveille maintenant, non mais voilà, donc il y a un moment, je trouve que il faut être un peu courageux dans notre époque, et on manque souvent de courage à tous les niveaux. Alors, tout ce qui vient d'être dit là invite plutôt à des réflexes professionnels sains, donc déjà les bases sont saines, mais justement, Laetitia, vous faites presque la transition vous-même, il semble important quand même de prendre juste 5-10 minutes pour essayer de poser un regard un petit peu sur ce contexte politique dans lequel on est aujourd'hui en France, avec l'écriture et la publication de La Tentation du clown.
vous dites oui, le populisme, l'arrivée du populisme à la tête de l'État en France est quelque chose de possible. On vous apporte souvent d'ailleurs un démenti, puisque vous me disiez hier soir au téléphone que de doctes politologues vous expliquez jamais en France ça n'arrivera. Voilà. Donc quelle a été l'intuition à l'origine de votre livre? Et je le redis, encore une fois, avant l'apparition du... En fait, il y a eu un avant et un après Trump, évidemment. C'est-à-dire que l'élection de Donald Trump, je me suis levée comme tout le monde, je me suis couchée, Hillary Clinton était donnée gagnante. Quand j'ai allumé ma radio, j'ai entendu Donald Trump. Et là, j'ai été sidérée, mais comme tout le monde. C'est-à-dire que je me suis dit, comment est-ce possible que tous les spécialistes sont convaincus 5 heures avant que c'est Hillary Clinton? Il y avait quoi, 2 personnes sur 10 000, quoi, pour donner une idée de grandeur. Et à partir de là, je me suis dit, ok, tout est possible. C'est-à-dire que si cet homme, qui était donc surnommé clown dans la presse américaine au début de la campagne, et qui était traité dans les pages divertissement et people des journaux, s'il est devenu président des États-Unis, je pense que tout est possible. Et j'avais en arrière-fond, bien sûr, aussi mon observation du monde médiatique et de la porosité de plus en plus forte entre le divertissement et l'information, qui date pas d'hier, ça a commencé dans les années 80. Après, il y a une porosité, c'est-à-dire que la citadelle de l'information, comme nous, anciens journalistes, on l'a considéré au départ, à mon avis, s'est effritée et sur le point de s'effondrer. Mais ça, on a beau lutter à notre échelle, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on est chacun à colmater une brèche, mais malheureusement, il y a une porosité qui a été renforcée par la révolution numérique. C'est-à-dire qu'il y a une panique générale où on s'est dit « Ah, oh là là, Internet, comment on va faire ?» Moi, je parle de la télé, je suis à la télé depuis 20 ans. Comment on va faire? Ça va être la catastrophe, ils ont des images, c'est gratuit, ça va vite, ils sont dans l'immédiateté. Et au lieu de rester sur nos acquis et sur notre savoir-faire, en fait, on a basculé dans un monde qu'on ne connaît pas, donc on a fait n'importe quoi, la recherche de l'audience, et puis multiplication d'échelles, et ça donne cet univers informationnel qui est pléthorique, et qui, il me semble, a été beaucoup plus vite que les institutions. On en est là de notre époque. Donc quand j'ai entendu Trump, j'ai commencé à allumer une lumière, et là, il y a une phrase qui m'a fait basculer, c'est dans Le Monde, mai 2019, donc j'ouvre Le Monde, et c'est un conseiller de l'Élysée qui est cité en off, comme souvent, et qui dit attention, attention, ça fout la trouille, point d'exclamation, un candidat hors système type, et là c'est Didier Raoult, Élise Lucet, Cyril Hanouna, enfin même si plein de noms, peut arriver en 2022 et bouleverser l'élection présidentielle. Et là, je suis devant un journal, je me dis, mais attends, c'est quoi? Ça vient d'où? Ça dort? Et c'est pas un conseiller, c'est qu'après cette petite musique, moi j'ai commencé à regarder tous les journaux et je l'ai retrouvé dans tous les autres journaux. Alors soit c'est le même qui s'est amusé à arroser la presse et tout le monde l'a tous repris sans jamais vérifier, parce que ça excite, bien sûr, c'est le scénario Baron Noir, je ne sais pas si vous avez vu la série sur Canal+, mais évidemment, quand les journalistes ont eu ça entre les mains, il y a ça aussi, il y a une part d'excitation, de fantasme journalistique qui fait qu'une rumeur se relaie comme ça. Et donc, à partir de là, je me suis dit, si l'Élysée sort cette rumeur, je veux savoir pourquoi. Et donc, j'ai enquêté pendant un an. Je suis allée voir des journalistes, des hommes politiques, des conseillers, des politologues, des historiens, des sondeurs, des sociologues, voilà, vraiment 50 experts dans la matière, et tous, enfin, on est arrivés tous à la même conclusion, parce que j'avais une petite idée avant, qu'effectivement, tous les signaux étaient ouverts pour permettre l'émergence d'un candidat hors système en 2022. Alors, vous l'avez souligné, le rôle des médias, notamment avec cette apparition cette porosité entre divertissement et information. On accuse beaucoup les médias. Alors, moi-même, quand on dit les médias, je dis attention tout de suite, quel est ce grand monolithe noir? On dirait, on se croirait dans 2001 Odyssée de l'espace. Donc, il y a les médias mainstream. Introduisons voilà, un petit peu de nuance. Et encore, je crois qu'il y a même encore des frontières qui passent entre les médias mainstream. Mais voilà, donc on a beaucoup accusé de mettre en scène cette théâtralisation. On reproche beaucoup aussi aux médias de privilégier plutôt la joute que l'explication sur le fond.
est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité première, puisque vous appeliez à la responsabilité collective, une responsabilité première qui consisterait déjà à être davantage dans la pédagogie, davantage dans l'explicitation des choses, et pas seulement tout de suite dans l'interprétation et alors le spectacle c'est une chose, mais même dans le moins on est dans le décryptage et plus on laisse passer des choses malgré soi et plus on laisse aussi passer les opinions. Donc est-ce que déjà il n'y a pas là un point qui mérite un peu de vigilance? Grégory. Tu as aussi un mouvement de balancier inverse avec toutes les rédactions qui se sont mises au fact-checking pour contrer un peu ces moments de télévision surtout qui reposent uniquement sur le débat, l'ajout oral, etc. Et même pendant le débat Zemmour-Mélenchon, j'ai prononcé le nom, BFM avait mis en place une cellule de fact-checking, une douzaine de personnes. Une dizaine. Il y a une efficacité qui est évidemment relative parce que c'est compliqué comme exercice, mais donc il y a quand même pas mal de médias qui, face à ce bruit médiatique permanent, essayent de proposer autre chose. Et puis, il y a les médias mainstream, et puis il y a aussi les réseaux sociaux. Enfin, alors, moi, j'ai passé 4 ans aux États-Unis, j'ai vu l'impact de Facebook notamment avant l'élection de Trump et pendant les 4 années de Trump, où, alors, Laetitia a peut-être le chiffre en tête, j'ai le souvenir qu'un Américain sur 2 disait que sa source principale d'information c'était Facebook. C'est les études là, moi, que j'ai eues de 2018, c'était plus de 60% des Américains, c'était pas Facebook, c'était l'entrée de l'information, c'était Internet. 68% quelque chose. Avec les algorithmes qu'on connaît et le fait que si tu es plutôt trumpiste et un peu complotiste, Facebook va te nourrir de ce genre de théories et c'est la source principale d'information pour des millions et des millions d'Américains. Mais justement, quand on a connaissance de cet état de fait, quand on pratique un journalisme d'opinion dont on s'est dit qu'il n'était pas toujours assumé, est-ce que justement on n'est pas dans une forme de zone grise, ou en tout cas, pour le dire autrement, du côté des citoyens, on n'est pas dans une forme d'exercice qui demande déjà une forme d'éducation dans la pratique des médias qu'on a en tant que citoyens assez aboutie, parce que nous, on est tous des professionnels des médias sur ce plateau. Donc, on voit bien, on fait la différence entre le statut des articles, on fait la différence entre les lignes éditoriales, on fait la différence, voilà. Or, le lecteur, parfois, ne fait pas la différence, il peut reprocher à un journal, par exemple, les propos tenus par quelqu'un interviewé dans ce journal. Donc, quand on voit d'où on part, par exemple, avec ce degré quand même assez limité de culture sur les médias, et nous, l'exercice que l'on a, qui est parfois sibyllin, florentin, etc., est-ce qu'il n'y a pas un devoir collectif à revenir sur des choses peut-être beaucoup plus explicites? Et de toute façon, moi je pense, par rapport à ce que disait Laetitia sur Trump, moi cet effet, j'ai eu bien avant, j'ai eu en 2002, avec Le Pen au second tour. J'étais aux États-Unis et j'ai ouvert mon ordinateur et je me suis dit, putain, Google s'est encore planté, qu'est-ce que c'est que ce bug? J'ai vraiment pas cru, mais je n'y ai pas cru. Donc là, moi, franchement, donc il faut, moi j'ai quand même l'impression que les médias, qu'ils s'imaginent neutres ou d'opinion, en fait, dans l'opinion des citoyens, on n'est quand même pas neutre, on est quand même on fait partie de l'élite. Et on répercute les opinions de l'élite. Et c'est pas complètement faux. Je veux dire, sincèrement, par notre niveau d'éducation, par le jacobinisme français qui fait que beaucoup de journalistes sont à Paris, que la presse nationale est à Paris, que les gens habitent Paris, et qu'ils sont dans un certain milieu, et qu'ils fréquentent, je veux dire, on l'a pas vu venir non plus, ce 2002. On n'a pas vu venir ensuite Trump, et puis on n'a pas vu venir le Brexit. Donc quand même, je veux dire, il y a quand même un moment, on n'a pas de capteurs dans les endroits, dans les catégories populaires, dans les périphéries, dans les campagnes, dans les quartiers. Enfin, manifestement, je veux dire,
à un moment, on manque de préscience et de relais et d'antennes d'une manière récurrente quand même, je veux dire. Bon. Et donc ça pose question, et on voit bien que dans toutes les enquêtes d'opinion, l'image des journalistes baisse d'année en année, vraiment désastreuse, comme l'ensemble des institutions. On fait partie d'une sorte des institutions, et donc qui sont remises en question. On voit maintenant dans les manifs de gilets jaunes, d'antifax, les journalistes se font prendre à partie, se font violenter, y compris des médias comme BFM TV. Enfin, je sais pas, par exemple, les gilets jaunes ont été quand même en partie aidés par le traitement médiatique très fort par rapport au nombre qu'ils représentaient de BFM TV, mais c'est pas vu comme ça. Et donc, les journalistes sont quand même vus par une partie de la population comme des gens en qui on ne peut pas faire confiance et qui représentent quand même cette élite parisienne qui est en connivence, enfin qui n'est pas complètement, qui n'est pas neutre. Voilà. Mais est-ce que justement il n'y a pas une superposition dangereuse? Il y a une superposition avec l'ère des réseaux sociaux et qui par ailleurs, je veux dire, a fait primer vraiment l'émotion sur le fait. C'est ça les réseaux sociaux. Ce qui marche sur les réseaux sociaux, c'est le clash, la confrontation, l'expression d'opinion assez tranchée, voilà. Et tous les médias qui se sont créés en ligne sont des médias d'opinion. Que ce soit Blast, Bastamag, Le Média ou Atlantico, Boulevard Voltaire, c'est Causeur, voilà. Tous les médias, je ne connais pas de médias en ligne. Slate, qui est quand même, enfin moi je sais, mais bon, je veux dire, mais peut-être plus neutre, voilà. Mais enfin, tous les médias que je vois qui se sont créés en ligne et qui ont un peu, sont des médias qui affichent clairement une opinion. Mediapart aussi, bon. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas des enquêtes, qu'ils ne font pas des sujets de société, qu'ils ne les traitent pas avec des faits, etc. Le fait d'être un journal engagé, de porter l'opinion, ne veut pas dire qu'on méprise les faits et qu'on ne fait plus du tout de travail. On peut garder l'honnêteté intellectuelle. Bien évidemment. Voilà. Il faut le redire clairement, le journalisme d'opinion ne veut pas dire qu'on fait l'économie des faits. En tout cas, cette importance, cette prégnance des réseaux sociaux, comme vous disiez, Facebook est le premier, moi je le vois avec mes enfants, adolescents, qui se renseignent entièrement par les réseaux sociaux, entièrement. Oui. Donc, ça a quand même créé cette espèce de primat de l'opinion sur les faits, vraiment, je veux dire, les réseaux sociaux. Ma fille, elle a appris ce qu'était un Ouïghour le jour où elle a vu Luxman qui faisait. Et là, elle me dit, voilà, qui cherchait des pétitions pour le soutien aux Ouïghours, et là, elle m'a dit, c'est quoi Ouïghour? Enfin, elle ne savait pas que c'était des gens. Bon. Et donc, ça ne marche que par des mouvements d'engagement, des mouvements d'opinion, souvent tranchés, etc. Et donc, les journaux qui sont quand même, je veux dire, en tout cas, nous, la presse écrite, la télé est peut-être moins en danger, ou la radio, mais on est tous un peu sous pression d'Internet. On est en train de fidéliser des lecteurs de plus en plus âgés. Hein, je veux dire, voilà. Je veux dire, on garde une population qui se réduit. Et donc, donc on est sous pression de cette façon de faire de l'information. Est-ce que pour autant on change notre logiciel pour essayer? Eh bien, des deux côtés, à mon sens. D'un côté, on fait des fact-checking, etc. On essaie de lutter contre les fake news et la désinformation en flux continu qui arrive des réseaux sociaux. Mais de l'autre côté, clairement, ça a déteint un peu, je trouve, sur la façon. Ça déteint un peu sur la manière de faire de l'information et de privilégier un peu justement le clash et la confrontation d'opinion, parce que ça marche. Et la polarisation. Zemmour, il fait quand même, il tire toutes les audiences de ses news. Voilà, ça marche. Et à l'heure actuelle, ce journal, depuis qu'il s'est radicalisé, ses ventes ont vraiment augmenté. Donc il faut... Surtout quand même, c'est bon, ça a eu. Voilà, donc il faut voir que c'est ça qui est terrible. C'est que, je veux dire, on peut se dire que Vincent Bolloré, quelles que soient ses opinions, je veux dire, il est peut-être aussi dans la logique de faire un Fox News à la française, parce que Fox News, ça a été un succès
d'audience. Alors, merci d'avoir rappelé tout ça, mais alors, Gaël, on a envie de se tirer une balle, là, parce que, non, mais c'est-à-dire que collectivement, si on essaie de réagir avec cette responsabilité citoyenne qui, je crois, doit faire partie du métier de journaliste, on n'est pas là pour rien, on ne fait pas un métier anodin, on fait un métier qui a toute sa place dans une démocratie, et si on veut que cette démocratie fonctionne pas trop mal, eh bien on essaie de faire en sorte que les citoyens auxquels on s'adresse, en fonction de leurs différentes sensibilités, puissent en tout cas donner à ces citoyens suffisamment d'arguments, d'armes, pour se faire leur propre opinion, en étant aussi capable de se décentrer, en étant aussi capable d'expliquer clairement quelles sont les opinions de ceux qui ne correspondent pas vraiment à la ligne éditoriale que l'on défend. Bon, alors peut-être c'est mon côté Boy Scout, désolé, j'ai travaillé pendant 15 ans dans un journal qui incitait beaucoup à ça, être capable d'exprimer tous les points de vue et pas seulement ceux qui correspondent à la ligne éditoriale qui est la nôtre. Mais on a une responsabilité collective, là, me semble-t-il. Le tableau que vous avez dressé, Gaël, est effectivement c'est un constat très désespérant. Est-ce que dans vos rédactions respectives, il y a une sorte de sursaut qui se produit? Est-ce qu'on se dit, tiens, il faudrait peut-être quand même qu'on s'y prenne autrement? Moi, je crois qu'il y a aussi une responsabilité des citoyens. C'est-à-dire que si tu t'informes en regardant Hanouna, ou d'ailleurs les politiques se ruent parce qu'évidemment ça fait de l'audience et qu'il y a du clash il n'y a aucun risque. Et que ça buzz et qu'il n'y a pas beaucoup de risques, ou il y a des risques. Ou si alors je fais la promo de ma maison actuelle, mais tu vois, des émissions où il y a des confrontations d'idées, je pense à l'Esprit public sur Culture par exemple, ça dure 1h30. Alors en l'occurrence, c'est pas des journalistes qui apportent leur expertise, c'est plutôt des chercheurs, des sociologues, des politologues, bref. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi quand même une responsabilité du citoyen de qu'est-ce que tu vas aller lire ou écouter ou regarder pour te tenir informé de la situation actuelle. On est complètement d'accord. Je suis souvent, moi aussi, le premier à dire qu'il y a une responsabilité du citoyen et notre profession doit être capable de balayer devant sa porte, ça c'est clair. Il faut être capable de faire notre autocritique, mais il faut aussi renvoyer le citoyen à sa propre responsabilité. Pour autant, vous le signaliez tout à l'heure, Gaël, tous les médias qui sont récemment créés sont essentiellement des médias d'opinion, des médias qu'on pourrait aussi qualifier de niche. Vous avez vous-même tenté l'aventure dans un média qui se voulait être un nouveau média mainstream en fait, et pour toucher justement toute une catégorie de population qui n'était pas exactement celle à laquelle s'adressait cette élite parisienne à laquelle vous faisiez référence, et ça n'a pas marché. Alors, aussi pour d'autres raisons, mais voilà, est-ce que quand même il n'y a pas une sorte d'impuissance collective de la profession, étant donné ce constat sur lequel nous sommes très lucides, et à apporter de nouveaux outils dans le contexte que l'on sait, de ces bulles informationnelles, on peut toujours avancer. Moi, je pense que si je réfléchis, là, je réfléchis à chaud. En fait, je réfléchis, je fais une synthèse de vous deux. Pour gagner, le problème, c'est que le public, on n'arrive pas à le capter, et toute une France, on n'arrive pas à la capter. D'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est aussi la responsabilité des médias, et ça demande des fonds, d'aller faire du reportage et de parler des gens, de leur parler d'eux. Parce qu'à partir du moment où ils ne se sentent pas représentés, ils délaissent le média, ce qui est tout à fait normal. Si ils ne comprennent même pas, je sais pas, la question qu'on est en train de traiter, parce que ça ne les concerne pas, il faut bien concerner les gens qui se sentent concernés. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'il y a un schisme entre les médias et les gens, ils ne se sentent plus représentés ni par le politique, ni dans les médias. Donc il faut davantage de reportages, davantage les rencontrer et davantage parler d'eux. Sauf que en ce moment, on voit que les budgets sont plus, ça coûte pas cher, franchement, BFM, ils ne payent même pas les gens. Ils font des plateaux gratuits. Non, il y a des choses intéressantes qui se passent. Il y a par exemple, les podcasts sont un système. Moi, par exemple, j'en échange avec ma fille. Voilà, de France Culture. Des podcasts indépendants. Voilà, où je l'abonne à des fils de podcasts, je lui montre. C'est un moyen très efficace, je trouve, de continuer c'est un moyen jeune, je dirais, de transmettre de l'information. Il y a Brut, qui fait un très beau travail, je trouve, un travail vraiment journalistique, qui est vraiment regardé par les jeunes. Donc, voilà.
Je pense à des journaux comme Le Monde, par exemple, ils font des appels à témoignages, ils font des papiers à partir d'appels à témoignages qu'ils laissent pendant 15 jours ou 3 semaines sur des sujets de société. Ils ont changé en partie leur approche, ils font des sujets de parentologie, ils font des sujets... je me souviens, moi j'ai été au Monde, je me souviens que quand la première fois où il fallait traiter Love Story, qui venait d'apparaître, il y avait, je veux dire, les journalistes culture, il n'y avait personne pour traiter ça. C'était juste pas possible. Et quand le chanteur de Noir Désir a tué Marie Trintignant, et bien là, c'est pareil. Personne ne voulait traiter ce sujet parce que c'était un fait divers et c'était quand même... non, le monde ne faisait pas ça. Bon, maintenant, je vois qu'ils font des papiers sur les jeux vidéo, sur Squid Game, la dernière série sur Netflix. Enfin, ils ont quand même fait des efforts et ils ont recruté plein de jeunes, je vois ça. Donc, les médias ne sont pas restés sans réaction. Ce que je veux dire, c'est qu'on est clairement quand même sur la défensive parce qu'on est dans un milieu qui est structurellement... un peu déclinant, en tout cas les médias classiques, et c'est plus le cas de la presse écrite, je pense, que de la radio ou de la télé. Mais il y a quand même ce sujet d'une bataille pour le temps de cerveau disponible. Oui, bien sûr. Voilà, et ce temps de cerveau disponible, il est aussi occupé maintenant par Netflix, par les réseaux sociaux, il a une grosse concurrence. Quoi. Mais alors justement, dans ce contexte-là, sur lequel on cerne bien là, tous ensemble, est-ce que le réflexe salutaire du journaliste qui, par exemple, dispose de quelques fonds pour lancer un média, doit être de se dire, je vais lancer un média d'opinion. Est-ce que l'urgence, elle est là, ou est-ce qu'elle est justement de rétablir le lien, ou est-ce qu'elle est justement d'aller toucher les populations sur lesquelles les médias parisiens ne sont pas forcément attentifs. Heureusement, il y en a d'autres en région qui sont attentifs. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas une urgence de la profession qui là, n'est pas au bon endroit? Moi, je crois vraiment au salut du métier par le reportage. Ça, j'en suis certaine. Moi, j'en ai fait 15 ans et je pense que c'est vraiment, on n'en fait plus assez. Et c'est dommage parce que si on donnait aux gens à voir des reportages, mais même en banlieue, même pas loin, oui, en province, bien sûr, évidemment, en région, mais ailleurs aussi, et c'est de plus en plus rare. Et pourtant, je suis sûre que le public a un appétit pour ça. Donc, il y a bien aussi voilà, c'est des problèmes de choix. Donc, on est pris dans la nasse des modèles d'économie des médias qui sont bien sûr fragilisés. Mais... Tu sais, si je prends l'exemple américain et j'ai surconsommé des médias US pendant 4 ans pendant la présidence de Trump, ils ont quand même tous fait le choix économique de plonger dans l'empire. Le talk show, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Parce qu'on prend 3 types, tu les mets autour d'une table et ils parlent pendant 2 heures. Et au-delà du talk show, je cite souvent cet exemple et j'essaie de ne pas être désagréable avec. Souvent, il y a Mélissa Bell dans ce genre de. Et j'essaie d'expliquer, il y a CNN US et CNN International, et quand on regarde les CNN US ces 4 dernières années, contrairement aux campagnes de pub, les faits seulement, fax, etc., c'était devenu une télévision d'opinion, c'était un choix stratégique. C'est-à-dire qu'il fallait aller taper Fox, et donc ils mettaient Don Lemon le soir, qui à 21h faisait un édito anti-Trump au lance-flamme. Au lance-flamme, mais tous les soirs. Et à 22h, c'était Chris Cuomo qui commençait sa tranche d'infos par 10 minutes pour dire combien Trump est un abruti. Les présentateurs rigolaient entre eux en disant « T'as vu la connerie qu'il a sortie là ?» Et c'était un choix stratégique fort. C'est la force des populistes, je trouve. Ils nous tirent sur leur agenda. Mais voilà, on est sur des sur leur... Oui, mais on peut regarder si les jeunes générations, j'ai encore de l'espoir, parce qu'effectivement, là, on m'a confié un podcast et j'étais un peu bon, je me demandais est-ce que ça va marcher, etc. Parce que honnêtement, je fais du calcul du podcast, alors maintenant je m'y mets, mais j'avoue que je ne suis pas de la génération, alors mes parents encore moins, alors qu'ils sont sur la retraite, ils ont le temps, mais alors le podcast, c'est genre, il n'y a pas d'effet du tout. Or, j'apprends les jeunes générations, donc je me dis, mais donc rien n'est perdu. Si les jeunes, si les adolescents prennent le temps d'écouter un podcast, c'est hyper exigeant d'écouter un podcast, franchement.
voilà, de le mettre comme ça. Mais moi, quand je dis truc, ça me demande un temps de cerveau assez important. Quoi. Donc voilà. Et je me dis, donc, rien n'est perdu. C'est juste l'offre médiatique qui doit correspondre aussi à la société, à l'époque. Il faut arrêter de courir après. Alors, justement, c'est à nous de proposer des choses pour amener. Voilà, alors que là, on est quand même pour des raisons économiques, pour des raisons liées à la polarisation, aux polarisations au sein de la société, hein, avec le renforcement des communautarismes, encore une fois, les bulles informationnelles où chacun peut se complaire dans son système de valeurs ou de croyances. Est-ce qu'on est capable collectivement de proposer des choses neuves, ou est-ce qu'on adopte des réponses court-termistes comme celles qu'évoquait Grégory des médias américains et qui ne feront pas avancer le schmilblick du point de vue de la responsabilité sociale? Mais, pardon, juste pour poursuivre sur ce que je disais, c'est que CNN ou MSNBC ou même dans une moindre mesure le Washington Post ou le New York Times sont quand même tombés dans le piège de Trump. C'est-à-dire qu'ils sont entrés en résistance. Alors imaginons qu'un dirigeant populiste, arrive à l'Élysée en 2022, quel qu'il soit, il faut quand même réfléchir à ça. Quoi. Il y a un piège qui est tendu et les grands médias américains ont tous plongé dedans. Et c'était Et c'était rentable. C'était extrêmement rentable, le nombre d'abonnés a explosé, CNN a fait des très bonnes audiences et a tapé Fox. Mais c'est compliqué de ne pas le faire, hein, en plus, sincèrement. Parce que, je veux dire, le rapport, en fait, il y a quand même, dans ce primat de l'émotion qu'il y a dans les réseaux sociaux, il y a aussi quand même une évolution du rapport aux faits et à la véracité. Oui. Je veux dire, l'honnêteté intellectuelle, enfin, je veux dire, le mensonge en politique est devenu complètement acceptable, je veux dire, et pas du tout, il n'est pas du tout répréhensible pour les citoyens, hein, je veux dire, ils acceptent quelqu'un qui... Et bon, voilà, et donc le rôle du média va être de faire du fact-checking toute la journée, hein. C'est un peu ce qui s'est passé avec Donald Trump, il y avait un espèce de compteur de mensonges, et puis ensuite quelqu'un qui était toujours en train de ramener en disant non, et en même temps, ça fait partie du travail journalistique de le faire. Oui, alors, de ne pas le faire aussi. Voilà. Bien évidemment, sur le fact-checking, ça fait partie du travail journalistique, ça n'a pas été évident pour toutes les rédactions, parce que certains disaient, mais on ne va pas passer notre temps à expliquer qu'il y a des conneries qui sont racontées partout, on va faire notre boulot de journaliste et on va le faire de manière rigoureuse. On a bien compris au bout d'un moment que si on n'occupait pas un minimum l'espace pour rétablir un certain nombre de choses de véracité, eh bien tout l'espace allait être occupé par ceux qui se complaisent dans les fausses informations. Mais voilà, mais n'empêche que même si au niveau économique, ça peut être très compliqué de faire autrement, admettons, mais n'empêche que sur le long terme, bien les médias constitués, ceux dont on parle, et qui aujourd'hui essaient de chercher un peu à tâtons des solutions, ou alors cèdent à la facilité, eh bien il y a d'autres espaces qui se créent et on va leur donner pion. Par exemple, il y a des choses très bien aussi qui se passent sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui décryptent l'actualité, qui ne sont pas des journalistes et qui, alors peut-être le deviennent, etc., puisque c'est un métier qu'on peut exercer librement. Mais je veux dire, est-ce qu'on n'est pas en train, du coup, les médias en général, de perdre une bataille et de se transformer en petite peau de chagrin, alors qu'il y a un débat essentiel sur le plan démocratique à mener. Donc, enfin, je trouve que, je veux dire, le propre des démocraties, c'est d'avoir un pluralisme des médias. Et je veux dire, on peut quand même choisir entre écouter France Inter, lire Le Monde, ou lire Valeurs Actuelles et écouter RMC. Enfin, on peut... voilà, tous les médias ne racontent pas la même chose et ne traitent pas les faits de la même manière. Et c'est l'essence même de la démocratie. C'est-à-dire qu'on trouve des papiers dans l'IB qu'on ne trouve pas ailleurs, on trouve des enquêtes ou des débats sur France Culture qu'on ne trouve pas ailleurs. Et donc, bon, donc on a quand même encore... Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire les médias traditionnels ont abandonné la bataille de l'information. Non. Voilà, je veux dire, bon, c'est pas ce que je veux dire. Voilà, il y a une pluralité, mais après, le sujet, c'est de savoir si les gens font attention à la source, ont envie
sont exigeants quant à la véracité des faits ou quant à l'élévation du débat, bon, bah, je sais pas, je comprends aussi que quand on rentre de sa journée de boulot, on s'assoit et qu'on regarde Hanouna, bon, peut-être, mais... Alors, voilà. la question que vous amenez, en fait, et c'est celle aussi, et Grégory faisait un peu référence aussi tout à l'heure, finalement, c'est celle de l'éducation aux médias d'information, voilà. On s'en fait en partie à l'école. Oui, alors ça se fait en partie, et c'est sûr. Même en primaire, quoi. Dès la primaire, vous commencez à raconter aux enfants comment on regarde les sources, un journal et les sources, quoi. Enfin, nous, on est journalistes, donc on apprend à nos enfants. Mais évidemment, c'est la première chose que moi je dis, parce que c'est le plus important, c'est d'où ça vient. C'est ça. Et ça, c'est simple à apprendre à un enfant. Je veux dire. Et donc, il faut que, en fait, ce soit un réveil collectif, hein, et qu'on impose cette instruction à l'école. À partir de là, après, les gens sont libres. S'ils ont envie de passer outre l'enseignement, mais on sait très bien que quand petit, on nous éveille et on nous instruit, plus on nous donne de savoir, mieux après on en dispose. Donc il me semble que ça doit commencer, mais vraiment dès l'école primaire. Parce que dès l'école primaire, ils nous voient en train de regarder sur nos téléphones. C'est ça qui a tout changé. Moi, j'ai interviewé Giuliano d'Empoli, qui est italien, qui a été le conseiller de Matteo Renzi et qui a écrit un livre génial qui s'appelle Les ingénieurs du chaos. Et il a raison. Je veux dire, l'arrivée de ça dans nos vies a tout changé, à tous les niveaux. Donc, bien sûr que ça a révolutionné aussi le monde de l'information. Mais il faut qu'on le prenne en compte. Et moi, je suis hyper optimiste. Parce que quand j'ai reçu Hugo Travers, qui est donc un jeune qui est sur les réseaux sociaux, qui décrypte l'actualité, mais ça m'a vachement rassurée parce que je lui dis, mais alors vous n'êtes pas journaliste, est-ce que vous avez votre carte de presse? Non, mais il a embauché, en fait, il a monté une entreprise qui marche très très bien, et les personnes qu'il est allé chercher, lui, pour l'aider et pour travailler sur son site, ce sont des journalistes. Donc vous voyez, je me dis, bon, c'était... Non, mais bon, il y a quotidien, il y a... Voilà, donc il y a quand même... voilà, il ne faut pas juste... Il y a Hugo Clément... Se renouveler, il faut juste parce qu'on est dans cette époque-là. C'est bien à ces nouveaux acteurs-là que je faisais référence, et ça marche, donc c'est bien qu'il y a une appétence pour eux. Ma question sous-jacente, c'était, est-ce que du coup ça donne envie aux médias constitués, aux rédactions dans lesquelles vous travaillez, de faire évoluer légèrement le logiciel, le paradigme? Oui, enfin, à Radio France, on travaille beaucoup sur le podcast en ce moment parce que c'est vraiment une mode, un format qui on pense, permet d'aller toucher des gens plus jeunes parce qu'on a effectivement un auditoire vieillissant et au France un peu vieillissant et masculin. Enfin, voilà. Donc il faut aller chercher d'autres publics. Mais on va aussi, on travaille sur des réseaux, alors, TikTok pas trop encore, mais Instagram, des stories. Je sais que France Info envoie une jeune reporter qui s'appelle Manon Mella rencontrer des jeunes pour 2022, aller toutes les semaines quelque part en France, et c'est un sujet antenne et une story Instagram. Et on fait le pari, alors je ne sais pas, j'ai pas les chiffres d'audience en tête, mais que ces stories peuvent être pas mal vues, vu qu'on est quand même un média un peu puissant et que ça peut toucher des populations nouvelles. Donc évidemment, on travaille là-dessus. Et toi, tu es sur Instagram ou sur les réseaux? Alors moi, je suis, comme tous les journalistes, je suis sur Twitter, je passe à peu près 18 heures par jour dessus. Et c'est ma principale source d'information. En fait, il faut accepter aussi les règles du jeu, c'est-à-dire que moi, je suis sur tous les réseaux, et bien que je participe à des débats qui durent 1 heure, avec, j'espère, un peu de fond, j'accepte d'en extraire que 35 secondes. Et c'est pas grave. Il y en a énormément qui suivent mon travail qu'avec 35 secondes sur Instagram. Et ben, tant pis. Enfin, je veux dire, ce que j'essaie, je crois, de prendre une idée qui va, voilà. Et si c'est 35 secondes, je pense qu'il vaut mieux, ça c'est le parti que j'ai pris, être sur ces médias-là, quitte à toucher des gens de façon un peu segmentée, parcellaire, tant pis en fait. Voilà. Et je me demande même si je ne vais pas aller sur TikTok. Après, je me dis, je suis peut-être trop vieille. J'ai un problème je me dis, attends, je vais prendre un influenceur pour peut-être, pour incarner mon travail et tout. Non, mais vraiment, j'y crois à fond parce que les jeunes ne sont pas plus bêtes que nos parents, quoi. Je veux dire, l'homme a toujours été aussi intelligent, donc on ne va pas laisser, on va pas baisser les bras. Donc il faut aller les chercher, ces jeunes. Moi, je propose du décryptage, et ben, ils sont vachement intéressés à 16, 17 ans, 18 ans, ça dépend
la façon dont on leur parle, comment on présente, mais ils ont de l'appétit pour le décryptage. C'est pas juste des débiles qui regardent des clashs, machin. Non. Donc il faut respecter aussi les jeunes générations et juste s'adapter. Voilà. Alors moi, franchement, je me pose la question. Je me dis, est-ce que ma personne est compatible? Est-ce que je suis déjà trop vieille? Et puis c'est tout, c'est le code, c'est le vocabulaire, c'est voilà. Et je demande à des gens plus jeunes comment je peux formuler pour toucher. Mais après, ça fait un peu débile parce que ça fait genre j'ai employé votre vocabulaire alors que je suis vieille. Enfin voilà. Mais c'est vraiment, moi, c'est constant. C'est une relation que j'ai constamment. Alors, donc il y a des tentatives de décryptage, ça nous rassure un peu. Je vous rassure, je me fais le Cassandre et l'avocat du diable dans ces échanges, mais je fais aussi plutôt, moi, partie des gens qui croient beaucoup dans la capacité de réaction et de sursaut. Et il y a des choses aussi absolument formidables qui se passent. Le tout, c'est que ces choses formidables aient aussi l'espace pour rencontrer leur public et pour éclore. On va garder un petit peu de temps pour poser des questions, enfin pour accueillir les questions du public, soit à distance, soit dans la salle. Juste quelques mots quand même, puisque Gaëlle, vous y faisiez rapidement référence tout à l'heure. Dans cette capacité de sursaut, dans cette capacité de réaction, la question de la diversité des journalistes dans les rédactions me paraît aussi nécessaire à signaler, puisque avoir des journalistes de tranches d'âge différentes, avoir des journalistes qui viennent qui ont des origines sociologiques différentes, voilà, ça peut être aussi très enrichissant. Comment ça se passe dans vos rédactions respectives? Non, la profession quand même de journaliste, là on est dans une réunion d'une école de journalisme, elle fait beaucoup d'efforts pour la diversité. Voilà, mais elle s'est professionnalisée parce que réellement au départ, les gens qui étaient journalistes ne passaient pas par une école. Et souvent, ils étaient localiers, ils suivaient les matchs de foot des poussins dans leur petite ville, et puis on s'apercevait qu'un tel écrivait assez bien, et puis hop, on le faisait venir à la rédaction, et puis finalement on le prenait, et puis c'était des métiers de vocation qui se faisaient comme ça un petit peu. Et là, c'est vrai qu'au fil du temps, on a professionnalisé, il y a la commission de la carte de presse qui a reconnu l'école, etc. Maintenant, on est arrivé quand même de plus en plus vers le bac plus 5, etc., pour le journaliste. Et donc, moi, je trouve qu'il y a eu un sujet, oui, il y a un sujet d'uniformité sociale, comme il y en a pour tous les gens qui ont fait des études supérieures en France. Il y a un sujet de reproduction sociale. Et donc, donc là aussi, il y a eu du travail. Après les émeutes de 2005, il y a eu le Bondi Blog, par exemple. Le Bondi Blog a fait des accords avec Le Monde. Il y a des journalistes amateurs de Bondy qui sont allés à la rédaction du Monde. Le Monde, je sais qu'ils sont attentifs à ça, par exemple. Il y a le challenge, par exemple, ça a changé. Dans leur recrutement. Et ben non, dans le sens où ça fait longtemps qu'on n'a pas recruté, parce que ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire que les journaux n'embauchent plus, c'est un peu figé. Et donc, autant la profession, c'est beaucoup féminisé, donc on peut dire que là, pour le coup, on est pratiquement avec une parité, voilà. Mais par contre, sur le plan de la diversité sociale, ethnique, enfin voilà, non, on n'y est pas. Grégory, comment ça se passe à Radio France? Il y a une prise de conscience, c'est sûr, notamment après la crise des banlieues, etc., mais on n'y est pas. Enfin, il y a des efforts, mais je sais pas, il suffit de regarder tous les bars dans une rédaction, à Inter, à Info, ou à Culture, ou dans les locales. Non, on n'y est pas encore. Oui, mais c'est peut-être que tu as raison, c'est aussi s'il faut voir en amont, c'est-à-dire qu'à Sciences Po, c'est pour ça qu'ils ont ouvert et qu'ils ont fait des formations, enfin ils ont ouvert au banlieue, il faut qu'on puisse recruter en amont et les former pour ensuite, puisque maintenant c'est un peu le tuyau, c'est le chemin qu'il faut. Déjà, le CFJ, ils avaient un problème parce qu'il n'y avait que les élèves de Sciences Po qui réussissaient à rentrer au CFJ. Ah, oui. Moi, quand j'y étais, je me souviens très bien, et dans les années qui ont suivi, ils ont dû changer au moins 5 ou 6 fois leur concours pour essayer à chaque fois de privilégier des filières alternatives et d'ouvrir un peu le recrutement.
à chaque fois, il y a une adaptation remarquable des élèves de Sciences Po qui, la première année, ont été déstabilisés, le taux rebaissé à 70, et l'année suivante, pouf, 90 de nouveau. Et Sciences Po, c'est la même chose. Sciences Po a changé son concours plusieurs fois, Sciences Po Paris, encore une fois cette année, parce que à chaque fois, pour essayer d'ouvrir, en dehors de leur filière spécialisée, essayer d'ouvrir globalement le concours, ben c'est pas facile, hein, parce qu'ils se battent bien, les gens qui sont scolairement et qui viennent de milieux privilégiés, ils se battent bien. De là où je suis maintenant, et donc avec la connaissance sur l'antériorité des choses que j'ai pu acquérir depuis quelques années, voilà, il se trouve que beaucoup de rédactions, et notamment de rédactions parisiennes, font des efforts aujourd'hui, mais ont longtemps juré que par 2 ou 3 écoles, alors que ce travail vers la diversité, ça fait des gens comme Edith Raymond, par exemple, et Pierre Christin, le mènent depuis 60 ans, et on commence à peine à le dire dans certaines rédactions, parce que on commence à avoir un petit peu peur quand même de ce manque de diversité. Ah tiens, il faudrait peut-être qu'on change un petit peu notre logiciel quant aux écoles. Donc voilà, ça fait plaisir à entendre, mais il y a encore du travail. On va laisser la place aux questions de nos auditeurs, enfin de nos participants à distance. Donc on a une question, je crois reconnaître un de mes étudiants, Philippe Père. On parle de basculement vers l'opinion, mais quelles opinions? Pardon, argument portable. Certains pointent une droitisation de la presse, quand d'autres parlent plutôt d'un retour du pluralisme des idées qui s'exprime et de la fin du monopole de la fameuse gauche bien pensante. Qu'en pensez-vous? La presse se droitise-t-elle? Ils sont bien nos étudiants, on pose des bonnes questions. Il y a clairement un secteur à prendre. On a vu le succès de Valeurs Actuelles, le succès de CNews qui vient de grignoter maintenant BFM, je sais pas, un soir sur deux. Donc, on va voir ce que va devenir Europe 1. Et alors justement, la deuxième question de Philippe Père, c'est est-ce que tout ça est un peu lié à l'opportunité sentie notamment par Bolloré, ou est-ce qu'il y avait déjà un mouvement amorcé, quand même, selon vous? Ah non, il y a un mouvement quand même amorcé, moi je trouve, depuis un certain temps. Par exemple, il y a vraiment une montée en puissance des éditorialistes, Elisabeth Lévy, Mathieu Bock-Côté, Eugénie Bastier, Charlotte Dornelas, enfin voilà. Non, mais qui viennent de Valeurs Actuelles, qui viennent de... Mais parce que on les trouvait tranchants, assez... voilà, c'était déjà le sujet de Laurent Ruquier, avec On n'est pas couché, depuis avec Zemmour Nolo tout au début, c'était quand même de trouver des polémistes, des gens qui n'hésitent pas à simplifier, à grossir le trait, à forcer le trait. Et c'est vrai qu'il y a eu une montée en puissance des éditorialistes vraiment droitiers, je dirais, parce que ils détonnaient et que donc ça surprenait, c'était contrariant, voilà, c'était inattendu un peu quand même. Et donc, oui, moi je pense que ce mouvement a précédé la montée en puissance de Vincent Bolloré. On ne peut pas attribuer à Vincent Bolloré entièrement la droitisation de la société française. Hein, Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a une autre question à distance, mais y en a-t-il une dans la salle à ce stade? Pas. Oui. Est-ce que la presse d'opinion est compatible avec la presse de service public? C'est bon. On a eu une petite crise de com en 2017, elle est mieux placée que moi pour décrypter la com politique, mais quand Charline Vanhoenacker, sur son compte Twitter, fait une petite moustache hitlérienne à Zemmour et écrit Zone sur l'affiche, ce film est balancé sur son compte Twitter, alors, certes perso, mais tout le monde regarde évidemment les tweets de Charline parce qu'elle est à France Inter. Ça a pas mal remué dans la maison ronde, parce que voilà, on est un média de service public. Certes, elle n'est pas journaliste, elle est humoriste, mais à mon avis, elle engage quand même la parole de l'entreprise. Et je crois savoir qu'il y a eu quelques réunions de crise sur cette incompatibilité entre un média de service public et cette prise de position. Oui, moi, je suis arrivée à France Info, c'est exactement ce qu'on me dit. Hein. Parce qu'en fait, c'est vrai que sur les plateaux télé, on me pousse à donner mon avis. Et je vois bien cette tendance-là. Je sens, alors je freine les 4 fers, mais parfois,
comme je suis très convaincue et passionnée, je me demandais, et j'ai bien, c'était très clair, le contrat avec France Info, et à partir du moment où on est dans un média de service public, non, on se doit de ne pas être dans de l'opinion. Parce qu'il y a quand même un aspect dont on n'a pas parlé, mais tout autant qu'on est là et sans doute aussi dans la salle et à distance, on fait partie de générations où il était quand même plutôt conseillé en tant que journaliste, pour conserver sa crédibilité professionnelle, de ne pas faire état de ses opinions personnelles, je veux dire. Enfin, voilà. Alors les réseaux sociaux, etc., là on crée une brèche. Non, mais il y a des éditoriaux. Oui, non, bien sûr. Mais après, ça c'est une chose. Voilà, mais après, voilà, il y avait quand même, il y avait quand même une séparation entre, voilà, aujourd'hui, il me semble que, mais peut-être qu'on a des jeunes journalistes là, donc ils nous donneront leur avis là-dessus, et plutôt des journalistes d'ailleurs qui sont assez présents sur les réseaux sociaux. Mais voilà, il y a plus cette retenue que nous on avait, donc ça peut être aussi intéressant à questionner. Je vais faire place à la question de Laurent Esposito à distance, qui demande à quand les journalistes formés aux faits scientifiques et aux ordres de grandeur sur le changement climatique, l'énergie, l'effondrement de la biodiversité. Cela évitera que les politiques utilisent des expressions comme croissance verte, avion vert, hydrogène vert, sans réalité physique tangible. Donc là, ça me ramène à un colloque auquel j'ai participé hier sur la post-vérité et l'information scientifique, mais... J'ai l'impression que, pour le coup, face aux enjeux, les rédactions se sont quand même pas mal armées. Enfin, en tout cas, à Radio France, par exemple, Info, maintenant, tu as un service de la France Info de 5-6 personnes sur les questions scientifiques. Ce qui est un bon service. C'est plus petit que le service politique, mais ça commence à ressembler à un bon service. Quoi. 6 personnes qui travaillent sur ces questions. Et j'ai l'impression que dans les autres médias, News, par exemple, on s'est quand même armé en particulier sur ces questions-là, me semble-t-il. Donc, une autre question, je ne sais pas si elle est toujours de Laurent Esposito. Mais après, c'est vrai qu'on fait face à un greenwashing agressif. Et donc, c'est pas toujours facile de la part des entreprises, des collectivités locales, des politiques, voilà. Donc, c'est devenu extrêmement à la mode d'être vert ou de faire du développement durable, d'être responsable, etc. Et donc, décrypter ça, c'est de nouveau toujours un travail un peu fastidieux que de trier entre l'initiative réelle et l'opération de com. La question de Laurent Esposito est très juste, c'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on voit la compétence des journalistes. Il suffit de regarder le débat sur France Inter, le premier sur la primaire des écolos, pas une question sur l'écologie. Les seules questions, c'est contre le nucléaire. En fait, on est là aujourd'hui, malheureusement, et le monde l'a dit il y a très longtemps, il n'y a malheureusement plus dans les rédactions de journalistes qui sont spécialisés des questions climatiques. Je suis désolé, je ne suis pas sûr qu'il y en ait 5 qui travaillent sur le changement climatique, sur l'environnement, etc. Je pense que malheureusement, aujourd'hui, on est dans une logique où, en fait, ce n'est pas du tout au centre du débat des présidentielles. C'est bien un drame, mais c'est aussi parce que les journalistes ne sont pas formés à ces questions. Le changement climatique, etc. Donc c'est aussi, il faut battre notre coupe, vous le disiez tout à l'heure, c'est assez juste. Alors il y a un véritable enjeu. Alors c'est pas un enjeu récent, puisqu'il y a 25 ans, au moment de la création de La main à la pâte par Georges Charpak et d'autres, sur comment faire en sorte que la culture scientifique soit davantage présente dans la société française, et notamment dans les médias, ce débat existait déjà. 25 ans plus tard, il y a encore un souci et la science n'a pas été tellement trouvée. Mais de nouveau, quand même, il faut faire attention. Je veux dire, la presse scientifique s'est effondrée. Je veux dire, Science et Vie a été racheté par Reworld Media, et donc il n'y a plus de journalistes de Science et Vie. Ils ont créé Epsilon, mais voilà, qui est plus petit. Il y a Science et Avenir qui est dans le groupe de Chaland, donc je connais bien, qui a vraiment, dont le lectorat s'est dégradé, dont l'audience s'est dégradée, la recherche qui a été rachetée par Sciences et Avenir, donc il n'y a quand même pas non plus un appétit délirant pour le journalisme scientifique. Moi je suis plutôt d'accord avec Grégory, je pense quand même qu'il y a eu beaucoup d'efforts dans un certain nombre de rédactions pour avoir des journalistes qui soient bien formés, mais la question c'est plutôt, est-ce qu'ils ont dans les conférences de rédaction le dernier mot? Est-ce qu'on leur donne la place suffisante? Est-ce que les autres journalistes
qui ne sont pas formés à ça ont quand même un peu ça dans l'esprit. Parce que je veux dire, quand on est journaliste économique aujourd'hui, je veux dire, la moitié de ton sujet, ça doit être toujours, est-ce que c'est compatible avec... Je suis désolé, moi depuis 2006, je fais une collection qui s'appelle 7 ans pour la planète sur le changement climatique sur France 5, de détail. C'est bien la preuve que si on arrive à s'imposer, surtout sur ces questions-là, ce que je dis moi aujourd'hui, c'est que malheureusement les journalistes ne sont pas formés sur ces questions, alors qu'on est vraiment sur cette campagne présidentielle, c'est quasiment l'enjeu le plus important. Alors, c'est ça le drame, je suis désolé. Sur la formation, ce n'est pas des questions qui sont abordées. Même par exemple, le journaliste du Monde a fait un papier très juste sur le GIEC en disant on se demandait même si le GIEC n'est pas devenu contre-productif parce que finalement, il nous donne toutes ces informations qui sont extrêmement justes, qui sont régulièrement, et en fait, ça déprime tout le monde et au bout d'un moment, ça tombe dans le débat public et plus personne ne réagit. Il y a 10 ans, 15 ans, les rapports du GIEC faisaient quand même très peur et maintenant, finalement, ils font quasiment plus peur. Je ne suis pas sûre que le problème, ça soit qu'on manque d'informations ou d'informations justes sur ce sujet. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue le débat ensemble. Je suis pas sûre. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue le débat ensemble après, sur cette question spécifique de la formation des journalistes scientifiques. Nous, en tant qu'école, on est bien sûr très questionnés par ça aussi. Je vais donner la parole dans la salle, je ne vais pas tarder, mais j'ai juste une question qui d'ailleurs est encore un petit peu sur la dimension scientifique. Une question de Frédéric Salé. Tu es un peu chez toi aussi, Frédéric, donc je t'aurais pu t'inviter sur le plateau pour poser ta question, mais bon, voilà. Comment vos rédactions luttent-elles face au biais des algorithmes des réseaux sociaux et des moteurs de recherche? Est-ce que vous en tenez compte dans votre propre travail lorsque vous cherchez à toucher votre public? Est-ce qu'il y a une conscience dans vos rédactions sur ces questions-là? Ah ben nous, oui. Je veux dire, nous, on a tous les journalistes, on a une formation SEO. Parce qu'il y a vraiment une écriture une titraille, vraiment il y a des titres web, etc. Et nous, depuis peu, on a décidé d'être vraiment une rédaction bimédia, donc tous les journalistes du magazine écrivent dans le journal et font même sur le site, ils font même des newsrooms, font même du desk, on se répartit le desk sur le mois. Et oui, on a été quand même formés à ça. Et donc aussi aux angles web, il y a des papiers qu'on ne passe pas dans le journal et on se dit bon, ils seront sur le web, ou alors on les réécrit d'une manière assez différente quand on les fait passer sur le web, sur le magazine. Et est-ce que vous avez aussi été formé sur les éventuels biais liés aux algorithmes dont vous pourriez vous-même être victime dans votre travail de recherche? Je veux dire, Google, ils ont changé leurs algorithmes là en janvier. Mais dans vos travaux d'enquête, de documentation, etc., il y a aussi des biais qui peuvent apparaître qui sont liés à ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous êtes conscient dans la rédaction? Oui, on le sait, mais par contre, on a aussi une documentation, on a une grosse documentation de journaux. Chez nous, à Radio France, le travail de référencement est vraiment devenu une priorité. Et on réfléchit aussi, alors, on a vécu une petite révolution, je ne sais pas, 10 ou 15 ans où la radio est filmée maintenant. Mais néanmoins, c'est un autre tuyau pour diffuser nos infos. Et on réfléchit, je vois par exemple sur l'émission politique de France Culture, tel extrait un peu long, on sait qu'il marchera sur YouTube, on sait qu'il ne marchera pas sur Facebook. Alors, tiens, tel extrait, ça c'est plutôt Facebook, mais du coup on va le sous-titrer parce qu'on sait que les gens vont le lire et pas l'écouter. Donc il y a toute une réflexion sur quel réseau social on va utiliser pour diffuser telle information et sous quelle forme. Une question dans la salle, deux derrière après. Oui, clairement. Alors, moi, je fais beaucoup d'éducation aux médias depuis plusieurs années et on va beaucoup dans les lycées, dans les collèges, rencontrer des jeunes. Et il y a un constat qui est assez intéressant et qui est un peu peut-être loin de ce que a pu être dit ici. C'est qu'en fait, nous, les publics qu'on rencontre, je dis nous, je suis dans un collectif de pigistes, c'est ça. Et pas du tout un public passif. C'est-à-dire que ce qui pointe dans les médias, que ce soit les gens qui sont nommés les journaux, que ce soit la manière dont on peut traiter l'information, en particulier l'information économique ou sociale, ils vont pointer des biais, des choses qu'on fait mal. Et en fait, c'est des acteurs pas du tout passifs. Et du coup, moi, la question, c'est comment nous, en tant que journalistes, on se place vis-à-vis de ça et on sort de cette posture un peu monolithique qu'on a, qui est de dire finalement les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ne sont pas assez éduqués. Alors que la question, c'est peut-être pas que eux, c'est pas tant leur éducation que nous, comment on se positionne vis-à-vis de ça et comment on fait la transparence. Donc ma question, c'est comment on fait la transparence et est-ce que la presse d'opinion, c'est pas un petit peu aussi une réponse à ça? C'est très cool. Moi,
moi, je ne pense pas du tout que les gens ne sont pas éduqués, hein, c'est pas ce que je dis. Je veux dire, je ne porte pas du tout de jugement. Je dis au contraire qu'à un moment, on a perdu le lien. Et ça, pour moi, c'est plutôt de notre faute. C'est plutôt la faute d'une certaine uniformité de milieu, etc., et d'études qu'on a fait et qui font que on s'est éloigné quand même de la représentation globale de la société française. Après, je veux dire, en partie, les réseaux sociaux, je trouve, me donnent une dimension d'interactivité que je n'avais pas. C'est-à-dire que jusque-là, le lecteur qui envoie une lettre, c'est vraiment le retraité, hein, parce qu'il faut avoir du temps pour... Voilà. Donc là, maintenant, le commentaire les commentaires sur les papiers web ou les interpellations sur Twitter me permettent de voir que effectivement, il y a des gens qui sont choqués par telle phrase, qui trouvent commentarisante ou qui questionnent tel chiffre, etc. Donc, là, je me fixe pour objectif de répondre. Je réponds systématiquement, je ne bloque personne. Les trolls, quand j'ai l'impression d'avoir répondu sur le fond, après je ne réponds plus. Hein, je veux dire, si je me fais insulter ou traiter de journalope ou autre chose, là, je laisse tomber. Mais je veux dire, tant que j'ai quelque chose à dire, une réponse sur le fond, je le fais tout le temps. Bon, après, c'est vrai que je trouve, moi, je manque de moments, d'assez de moments, comme tu le dis, de moments où on pourrait rencontrer les gens et leur demander, mais est-ce que vous lisez souvent ce qu'on écrit, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Ça, c'est vrai que, en l'occurrence, il n'y a pas de lieu, de moment pour le faire, quoi, mais moi, ça m'interpellerait. France Inter, ils ont un peu sacralisé cet échange avec un dispositif comme Interclasse, par exemple, où ils envoient des journalistes, des producteurs. Alors c'est sur des petits groupes d'élèves, et puis il y a une transcription à la radio, mais c'est un truc qui est un peu sacralisé. Je ne sais pas, une fois par mois, tu as une équipe qui débarque dans un collège ou un lycée. Sur France Info, il y a des jeunes aussi qui posent des questions. Ouais, il y a deux formats. Il y a des enfants et maintenant ils font Génération 2022. Et là, ils vont donner la parole. Mais moi, j'ai demandé justement à la direction de France Info, j'ai dit, mais est-ce que c'est pas un programme pour expliquer comment sont les jeunes aux vieux qui écoutent la radio? Ou est-ce que vous êtes sûr que vous touchez les jeunes générations? Et ils m'ont répondu podcast. Et effectivement, le podcast, non, mais c'est génial d'avoir un objet qui va permettre de diffuser de la radio, en fait. Les jeunes générations qui ne sont plus captives de la radio. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très optimiste. Alors j'ai déjà un petit peu débordé et on me fait les gros yeux, mais Maud, chose promise, chose due, tu auras la dernière question à la condition qu'elle soit courte et à la condition que la réponse le soit aussi. J'essaie d'être... Là, on a parlé de diversité, que ce soit ethnique ou aussi territoriale. Moi, je viens pas de Paris de base. C'est vrai qu'il y a des amis qui sont éduqués, mais pas forcément sensibilisés à l'information. On a fait une formation journalistique, les a un peu sensibilisés, mais c'est pas des gens qui s'en forment. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir cette diversité dans les médias par rapport à certaines régions, d'autant plus qu'on véhicule des représentations qui ne sont pas toujours positives, surtout que je viens du Nord où on a beaucoup de clichés sur cette région, et c'est une région qui est très peu connue en fait, et moi j'aimerais bien que dans cette élection on voit plus ces territoires-là qui ne sont pas très connus en fait, et je me demande justement comment la presse locale va se positionner dans ces élections, surtout qu'on sait que la Côte d'Ivoire a déjà eu des problèmes dans certaines villes du Nord où il y a des maires et même qui ont refusé de donner des interviews et les relations entre politiques et journalistes sont devenues très compliquées. Alors hélas, il n'y a pas de représentant de la presse quotidienne. Non, mais il y a quand même une synergie. En tout cas, il y a un grand candidat à la présidentielle qui vient du Nord, donc on va en entendre parler. Entre les radios locales et... Oui, Radio France, on a un maillage de radios locales important, je crois qu'il y a 44 ou 46 radios locales. Après, est-ce que leur travail remonte assez sur les chaînes nationales? Je n'en suis pas certain. Pourtant, il y a des dispositifs pour. Il y a des dispositifs prévus pour. Ma question aussi qui est attachée à ça, c'est est-ce qu'il y a des effectifs qui vont être renforcés justement dans les différentes régions en France et pas qu'à Paris pour les élections? Parce qu'en ayant un court passage par France Bleu à Bordeaux, par exemple, en fait, on n'est pas assez, on n'a pas les moyens de pouvoir être tout le temps sur le terrain. Et donc, voilà, c'est ça aussi ma question.
Je crois que l'heure n'est pas au renforcement des effectifs, si j'ai bien compris. Mais, non, mais même il y a des points dramatiques. Par exemple, le Parisien, ils ont arrêté toutes leurs locales en banlieue parisienne. Enfin, ils n'ont plus de localiers. Ils avaient quand même des localiers dans les Yvelines, dans le Val-de-Marne, dans le Val d'Oise, en Seine-Saint-Denis. Ils ont arrêté tout le maillage fin. Et la presse quotidienne régionale, elle est soumise aux mêmes problèmes que la presse en général. C'est-à-dire qu'elle est plutôt en restriction de coûts tout le temps. Et son premier poste de restriction de coûts, c'est les petites locales qui ne sont pas suffisamment lues, enfin où il n'y a pas suffisamment d'habitants. Mais en fait, je trouve que c'est un vrai. C'est là qu'on coupe le cordon avec le pouls du pays. Hein, ça, je veux dire, en faisant ça. Radio France avait installé des reporters en résidence dans les banlieues après les événements de Clichy-sous-Bois. Et ils sont restés, je sais pas, 3-4 ans, enfin les postes, et en fait on les a supprimés de 3-4 ans. Alors pour terminer sur une note positive quand même, on peut se dire qu'il y a aussi des rédactions qui embauchent en ce moment. Voilà. Je le signale. Il y a aussi des rédactions qui ont fait le choix de réembaucher très massivement et d'investir dans la matière grise de leur rédaction. Par exemple, Le Monde, qui a eu un accroissement en quelques années absolument exponentiel de son nombre de journalistes, et ça participe du succès. Mais il y a... Mediapart aussi, qui a beaucoup voilà, aussi sa rédaction. Voilà, et dans les rédactions de presse quotidienne régionale, et notamment en Nouvelle-Aquitaine, vous verrez à quel titre je fais référence, il y a eu aussi des embauches récentes à 2 chiffres, donc ça mérite d'être signalé. Je suis absolument désolé pour le léger retard à l'allumage, mais il faut dire qu'on avait eu une présentation quand même foie gras assez substantielle, voilà. Donc je vais inviter nos amis ici présents à passer à l'étage, et puis donc la séance signature concomitante pour le livre de Laetitia. Et je salue nos amis à distance. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.